Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama Santé et Environnement. La barre des 100 000 personnes contaminées par le Covid-19 qui ont été identifiées dans différents endroits de la planète avec plus de 3 000 décès ont été largement dépassés. L'heure, en réalité, est à la responsabilité. Nous devons adhérer et non pas nous opposer à certaines mesures édictées par les spécialistes. Il ne faut pas donc essayer de ruser, mais il faut regarder les choses objectivement. La situation continue à évoluer à travers le monde, particulièrement en Europe. Les maladies infectieuses sont depuis quelques décennies l'objet d'une attention accrue du corps médical ou vétérinaire, mais aussi de nombreux experts et de nombreuses institutions. Ce soir, nous recevons donc pour vous quelques spécialistes, pas les moindres, parce qu'il s'agit des spécialistes qui ont quelque chose à dire concernant cette épidémie. Il s'agit donc de professeur Francine Toumi. Bonsoir. Bonsoir, docteur Mapio. Je suis biologiste, biologiste moléculaire, enseignante, chercheur à l'université Marien Ngouabi à la faculté des sciences et techniques et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Merci, docteur. Et qui êtes-vous? Donc, je suis le docteur Anatole Ntello, directeur de la santé animale au ministère en charge de l'élevage. Et je suis chargé de l'unité épidémiologique au niveau du Centre national de contrôle des épizooties. En fait, c'est le réseau d'épidémie-surveillance. On a un homme habillé, il est colonel. Qui êtes-vous? Je suis le docteur Aristide Gilbert Nyanga. Je suis médecin colonel. Je suis spécialiste et chercheur en hygiène, épidémiologie et microbiologie avec des compétences managériales, investigatrices, hospitalières et académiques, je veux dire pédagogiques. Le décor est planté. Nous allons passer à une question généraliste qui ne concerne pas une spécialité donnée. Nouveau virus, le Covid-19. Armes biologiques, armes microbiologiques, maladies émergentes ou réémergentes. Votre analyse, professeur Toumi. Alors, on a parlé de maladies à coronavirus depuis 2002-2003, la première épidémie. Ensuite, il y a eu le MERS dans le Moyen-Orient, qui était dû aussi à des problèmes, syndrome Severe Acute Respiratory Syndrome, donc qui est un SARS déjà. Et là, maintenant, il s'agit du SARS, mais avec une mutation, une nouvelle mutation. C'est pour ça qu'on l'appelle nouveau, on considère que c'est un nouveau virus. Donc ce n'est pas une nouvelle maladie. Les maladies à coronavirus, il y en a eu d'autres. Et cette nouveauté, pour vous, pourrait être quoi? Une mutation naturelle ou simplement une mutation génétique? Les chercheurs chinois ont séquencé le gène donc du virus qui cause Covid-19 et ils ont montré très bien que la séquence était celle d'un coronavirus qui est très proche d'un coronavirus trouvé plutôt chez la sauve-souris, comparé par exemple au SARS de la dernière épidémie au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il a été qualifié de nouveau. D'accord. Alors, pour vous, docteur, vous êtes vétérinaire, c'est surtout que c'est une zoonose. Vous qui êtes spécialiste, ça arrive souvent qu'il y ait des virus comme ça qui mutent, qui changent de... Bon, la vie elle-même est basée sur des mutations. Et qui dit mutation, ça peut être une mutation régressive, c'est-à-dire qu'avec une certaine défaillance, comme ça peut être une mutation progressive. C'est-à-dire que quand ça vous confère un certain avantage, il peut y avoir des avantages, donc c'est défectueux. Et l'avantage, ça dépend en fait, c'est souvent en fait pour s'adapter à un nouvel écosystème, à un nouveau milieu, qu'on est obligé de muter pour résister. Et
ceux qui ne peuvent pas résister, en fait, c'est une sorte de sélection naturelle. Alors, chez nous, pour la plupart des cas, il y a un laboratoire naturel qui existe. Donc, là, c'est l'organisme du porc. C'est-à-dire quand deux virus se retrouvent dans le même milieu, et surtout quand c'est l'organisme du porc, il y a des mutations qui se font, il y a des réassortissements. Donc, on peut dire que, selon vous, spécialiste vétérinaire, on peut dire que le porc pourrait être... Non, je ne peux pas confirmer parce que c'est vrai que l'animal a été suspecté comme point de départ de la maladie, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de données qui confirment que c'est bel et bien l'animal qui est le point de départ. Donc, on peut dire qu'il y a une possibilité que ce soit aussi une manipulation génétique. Mais je ne peux pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Allez, colonel, vous êtes épidémiologiste, hygiéniste. Sur le regard que vous faites sur le contrôle des épidémies, le contrôle des foyers infectieux, étant spécialiste, quelle approche? Armes, microbiologique, biologique, ou maladie réémergente, ou mutation, de tout ça? C'est une maladie émergente. Ça veut dire quoi? Que cette maladie est due à l'apparition d'une nouvelle souche de virus. Quand nous voyons la famille coronavirus, cette famille a toujours existé. Mais cette fois-ci, nous sommes devant une nouvelle souche. Mais c'est ce que le professeur Toumi disait que quand on a séquencé le virus par les scientifiques chinois, ils ont trouvé que c'était très proche d'un coronavirus qui était déjà découvert sur les chauves-souris. Est-ce pour vous, cette nouvelle souche, ce nouveau virus, pourrait être simplement l'effet de mutation ou une manipulation génétique? Quelle analyse faites-vous? Oui, vous savez, devant un événement de santé, un phénomène qui apparaît de façon inopinée et qui secoue les espaces géographiques, ce n'est que normal qu'il y ait plusieurs théories, qu'il y ait des spéculations, qu'il y ait des rumeurs. On ne va pas venir museler la liberté des uns et des autres. Donc, il y a plusieurs théories. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, si nous sommes d'accord que nous sommes devant une maladie émergente, alors toutes les maladies émergentes du monde, pour se manifester, ont besoin d'un soubassement. Et ce soubassement passe par la juxtaposition de 6 facteurs. Nous avons les facteurs démographiques et comportementaux, nous avons les facteurs qui sont économiques et industriels, nous avons les facteurs qui sont dus au développement, à la façon de faire l'agriculture, nous avons les facteurs qui sont inhérents aux attributs des micro-organismes, tels que la résistance vis-à-vis de n'importe quelle agression. Les virus aussi ont cette capacité de se protéger. Donc, devant une agression, les virus, comme d'autres micro-organismes, ils émettent des plasmides, ils émettent des spores pour se défendre. Et il y a d'autres facteurs tels que la transgression de certaines normes de santé publique peut aussi emmener envers l'apparition d'une maladie émergente. Et le sixième, c'est quoi? C'est les procédés que nous avons dans nos centres de santé, dans nos structures sanitaires. Exemple, quand quelqu'un vient recevoir une poche de sang, si la transfusion sanguine se fait pas dans les règles de biosécurité maximale, le coronavirus, produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique? Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Presque toutes les heures, on actualise le nombre de personnes qui sont tombées malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en Chine, on n'a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que d'où vient le dangereux coronavirus? Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur de virus.
Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Genetische Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet. Je vais passer à la deuxième question. On a compris qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à la base de l'apparition de ces nouveaux virus. Alors, quand on voit aujourd'hui la population qui est un peu inquiétée, que ce soit ici, que ce soit en Europe, alors je suis tenté de vous poser cette question aussi à caractère généraliste. Est-ce que les stratégies communicationnelles au niveau mondial en général sur ce Covid-19 n'est-elle pas anxiogène quand même pour les populations? Que diriez-vous? Je commence par le docteur Tello. En cas d'épidémie, la communication, l'un des maillons, voilà, stratégie. Parce que par rapport à ce que l'on dit et par rapport à celui qui reçoit l'information, le niveau et le degré d'interprétation ne sont pas les mêmes. Si l'information est mal donnée, donc elle est mal interprétée et ça provoque de la psychose au niveau de la population. Alors, je parlerai ici là sur deux volets. Donc, il y a une coordination nationale qui a été mise en place. Donc, il y a, je ne veux pas aller trop toucher à ce domaine-là. Pourquoi? Parce que il y a bien. On parle un peu de manière générale. Ça se parle au niveau du monde, général, que ce soit en Europe et partout. Les gens s'inquiètent quand même. Plus au niveau des réseaux sociaux qui déséquilibrent la population parce que il y a tellement d'informations qu'on nous pond en une fraction de seconde et qu'on ne sait même pas quelle est l'information qu'il faut prendre et laquelle il ne faut pas prendre. Et c'est des informations qui ne sortent pas des spécialistes. C'est des gens qui, comme avec des petits laboratoires, permettez-moi le terme, il est chez lui, il prend une information, il l'injecte sur les réseaux sociaux. Et du coup, celui qui reçoit l'information, et tout le monde n'est pas scientifique, tout le monde n'est pas doté du même degré d'analyse. Donc du coup, c'est très difficile parfois de faire le discernement entre le vrai et le faux. Parce qu'il y a trop d'informations en peu de temps. Voilà un peu ce que je veux dire. D'accord, allez, colonel. Selon vous, comment vous trouvez les stratégies de communication actuellement au niveau mondial concernant ce Covid-19? Est-ce que, puisque c'est, à mon avis, on trouve que c'est vraiment anxiogène quand même, c'est inquiétant pour les populations avec toutes ces informations. Et vous dites quoi? De par les impacts socio-économiques découlant de cette épidémie, ce n'est que normal qu'il y ait une sorte de panique, une sorte de préoccupation au niveau du monde. Ce n'est que normal. Maintenant, quant aux stratégies, la médecine est bien organisée. Il y a ce que nous appelons les stratégies d'intervention sanitaire. Et ces stratégies sont structurées, mais puisent leur force, leur âme dans des textes qui ont toujours existé. Je vais parler de la constitution de l'OMS. Cette constitution, l'âme de ce support conditionne la médecine sociale. Et nous avons, avant ça, déjà les paradigmes des sciences médicales. Et ces paradigmes disent qu'il n'y a que deux paradigmes qui régissent les sciences médicales. Le paradigme biomédical, sous lequel on forme les cliniciens, et il y a le paradigme médico-social, sous lequel on forme ceux qui sont outillés dans tout ce qui est... Dans les épidémiologistes. Oui, santé publique, c'est la méthode épidémiologique. Ok. En tant que spécialiste en épidémiologie et en hygiène, est confirmé que la stratégie actuelle de la communication sur le Covid-virus n'est pas aussi, le Covid-19 plutôt, n'est pas aussi anxiogène? Je voudrais vous dire sincèrement, souvent on dit, c'est pas le mal qui fait le mal. C'est la perception que nous avons de l'événement. Mais qu'est-ce qui se passe? La communication fait partie
des stratégies. Parce que normalement, quand on dit il faut barrer la route à une épidémie, il y a une démarche qui doit axer sur ce qu'on appelle la triade C'est bien écologique. fait. Maintenant, qu'est-ce que se passe? C'est bien fait ou non? Je ne peux pas vous dire que non, la communication est bien faite ou bien elle est mal faite. Mais qu'est-ce qui se passe? Si seulement la communication n'est pas faite par des experts, par ceux qui sont outillés en la matière, je crois qu'il va y avoir des défections. Maintenant, si elle est menée par ceux-là qui sont bien outillés, formatés, on la chose, il n'y a pas de problème. Nous avons une arme très importante qu'on appelle la communication sociale. Et la communication sociale, c'est pas n'importe qui peut venir pour faire la communication sociale. Il faut que ça soit quelqu'un de c'est ça, de l'entraînement. Et vous avez été formaté, vous venez, vous allez faire ce qu'on appelle dans cette formation, dans cette communication, vous allez faire l'information, vous allez persuader, vous allez convaincre, vous allez réconforter et éduquer. Les dispositifs de contrôle doivent s'arrimer avec les comportements des individus et surtout ce que nous attendons de ces individus-là. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit? Parce que l'OMS, comme le docteur Nyanga a su le dire, émettent les grandes lignes, la feuille de route qui doit être adaptée selon la conjoncture culturelle, traditionnelle de chaque pays. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit? C'est comme ça que, au niveau de perception, chaque pays, chaque peuple apparemment est en train de s'affoler, de percevoir des choses autrement. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je suis d'accord avec ce que le docteur Nyanga a dit, c'est-à-dire que la communication doit être faite par des professionnels. Et dans ces professionnels, il faut des scientifiques, donc des spécialistes en sciences sociales qui doivent adapter les messages aux différentes populations. On ne peut pas dire en un seul message, comme exemple, lavez-vous les mains après chaque contact. Je suis au village ou en ville, quand l'eau ne coule pas dans mon robinet, comment je vais laver mes mains après chaque contact? Donc il faut que les sociologues locaux adaptent le message, le message aux réalités de la population, de façon que la population se reconnaisse et puisse appliquer plus facilement ces recommandations. Donc là, pour moi, ça montre encore une fois l'importance des sciences, encore une fois dans la riposte, l'aspect recherche, à savoir que les sociologues, malheureusement, ne sont pas assez utilisés. Pas assez utilisés. Je prends le cas des peuples autochtones avec ce genre de message, on se pose la question de savoir. Ils ont un rôle extrêmement important dans la riposte, extrêmement important. Je voudrais évidemment apporter quelque chose qui est très important. Vous voyez, l'approche épidémiologique dit quoi? Devant tout événement, il faut qu'il y ait une sorte de perception holistique. Donc, il faut prendre en charge l'homme dans sa globalité. Okay? Parce que quand on dit la santé, c'est quoi? La santé, c'est un état de bien-être complet. Donc, mental, physique et social. Ce n'est pas l'absence de maladie ou bien d'infirmité. Donc, ça veut dire quoi? Dans la prise en charge, il faut que nous puissions mettre sur la table l'approche épidémiologique qui recommande évidemment la perception holistique. Pour que, quand nous allons... C'est pour cette raison, professeur Ntoumi parle de l'importance des sociologues. J'arrive, c'est pas seulement les sociologues. Oui. Pour cela, quand nous allons... Par exemple. Voilà pourquoi les anthropologues et tout le monde. Voilà pourquoi quand nous allons mettre sur pied une équipe, il faut que cette équipe soit multidisciplinaire. D'accord. Il faut qu'il y ait un tout, parce que tout ce qui se fait en santé publique, en hygiène épidémiologie, si vous le faites sans la population, c'est des choses qui se font maintenant contre la population. Voilà. Donc il faut qu'il y ait, évidemment, réunir... Alors, docteur Tello, puisque dans le cadre de la vision One Health, qui est déjà une approche recommandée aujourd'hui au niveau mondial, il est mis en place une stratégie globalisante. Déjà dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international, par exemple, il est demandé à ce que ça soit une équipe multisectorielle. Par rapport à ce que le docteur Nyanga dit, quelle est aujourd'hui la situation au niveau national? Donc, pour revenir à ce que disait le colonel, c'est qu'il y a une coordination nationale qui a été mise en place
Et cette coordination-là est multisectorielle et multidisciplinaire. Et exactement comme il dit. Exactement comme il a dit. Maintenant, la mise en œuvre, ça, c'est autre chose. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Et donc, vous avez évoqué One Health. La plateforme One Health existe, mais malheureusement, jusque-là, en fait, problème de mise en œuvre. Elle n'est pas formalisée. Ah bah, dites un peu la question. Ce ne serait pas une opportunité avec ce Covid-19 que cette plateforme soit vraiment opérationnelle? Ce n'était pas une opportunité pour qu'on essaye d'activer cette plateforme? C'est déjà une demande que j'avais déjà formulée au cours d'une réunion au ministère de la Santé, réunion de la coordination bien sûr. Nous travaillons ensemble et maintenant de plus en plus, et vous avez assisté que nous avons été au niveau de l'adaptation du RSI. Donc pour le Congo, moi-même j'ai assisté il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en décembre avant les fêtes de Noël. J'ai été, parce que j'ai passé une formation en ligne qui avait été organisée par l'OMS et j'ai été reçu. Donc j'ai été retenu plutôt pour aller former pour le RSI, c'est-à-dire que la surveillance à base communautaire dans le département des Plateaux. Et c'était la période où il y avait eu des inondations. Donc j'ai été appelé, donc vétérinaire, à aller former les gens de santé humaine, c'est déjà une bonne chose. Le RSI, on l'a adapté ensemble. Les préparations donc, pour la maladie à virus Ebola, on l'a fait ensemble. Et nous participons au niveau de la DLM chaque mercredi ou jeudi. Il y a des réunions qui sont organisées. Nous y participons également aussi. Donc vous voyez qu'il y a des bases qui sont là. Mais il faut le faire de façon formelle. Il faudrait qu'il y ait un décret, soit présidentiel, soit un décret interministériel qui mette en place cela. Et il y a la FAO qui est en train de nous assister. Il y a l'OMS également aussi qui est en train de nous assister. Alors, le Congo semble être en retard dans le cadre de la mise en œuvre de certaines stratégies qui est déjà d'ailleurs mise en place, sauf que ça manque donc la formalisation, l'exécution. Si je peux rebondir sur le projet Une Santé, je suis désolée, je coordonne le projet Pandora, qui est un projet Une Santé, et on collabore au Congo avec l'IRA. Par exemple, sur la tuberculose bovine que la fondation, le projet Pandora finance. Donc, ce projet Pandora, en accord, a été présenté et suivi par le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche. C'est un projet important parce que justement, c'est un projet qui aide les pays, qui prépare et aide les pays, assiste les pays à la préparation et à la riposte contre les flambées de maladies infectieuses. Malheureusement, apparemment, ça n'intègre pas le processus de formation des membres de cette plateforme One Health. Apparemment, vous ne collaborez pas. On va y revenir pour parler un peu. Une commission laboratoire et recherche. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes là en train de parler donc de Covid-19, regard des spécialistes sur cette épidémie. D'abord, brièvement, selon vous, épidémiologistes et hygiénistes, quelle pourrait être la hiérarchisation des priorités en ce qui concerne notre pays, qui est au fait en train de mettre en place des stratégies de prévention? Merci pour cette question qui est hautement pertinente. Vous savez, nous n'allons pas inventer des stratégies d'intervention sanitaire. La médecine est bien structurée. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs de façon concise, on résume cette prise en charge, ce face-à-face, en trois choses. La première des choses, c'est l'existence du règlement sanitaire international qui existe déjà. Oui. Donc il faut aller puiser. Chez nous ici, oui, il faut aller puiser dans ce sac-là. Oui. Rien n'est inventé. Ce règlement sanitaire international existe déjà. Après, il faut prendre le deuxième maillon, c'est quoi? La vigilance épidémiologique. Mais c'est quel type de vigilance épidémiologique? Quel type de veille épidémiologique? Parce qu'il y a la vigilance
passive, il y a la vigilance active, il y a la spécialisée qui est la fusion des deux, il y a la vigilance état centré ou centrique et la vigilance sentinelle. Dans ce cas d'espèce, la vigilance qui est censée être pratiquée, c'est la vigilance sentinelle. Parce que nous sommes devant un phénomène qui a déjà une connotation mondiale. Donc ce n'est pas la vigilance passive de façon isolée ou active de façon isolée. Ici, il faut mettre sur pied, évidemment, la vigilance sentinelle. Il prend en compte les deux aspects. Sentinelle, c'est la fusion de la passive et avec l'active pour nous donner naissance à ce que nous appelons la vigilance spécialisée. D'accord. J'ai parlé le RSI, il y a la vigilance épidémiologique et au final, l'inspection sanitaire publique. Il y a docteur Antello qui semble un peu excité à dire quelque chose, oui. Non, mais ce que le colonel dit, c'est ce qui se fait. C'est comme je disais, en fait, c'est le degré. Est-ce que ça se fait à un niveau normal? Est-ce que c'est à un niveau intermédiaire? Est-ce que c'est à un niveau... Quelle est l'appréciation au jour actuel qui donne le sentiment que le Congo, c'est comme si ça ne se fait pas? Bon. Le problème le plus simple, c'est qu'il faut aller et commencer avec ce qu'on a. C'est avec le temps par rapport à la nécessité qu'on peut améliorer. Il y a, comme professeur Poumi a su le dire, il y a aussi l'adaptation de ces règlements sanitaires internationaux au contexte. Alors, c'est ce contexte-là qui fait défaillance, qui ne donne pas la visibilité des actions que vous menez. Non, attention, il faut pas déplacer le débat. Les choses sont faites comme elles devraient être faites. C'est vrai qu'aujourd'hui, la visibilité, c'est autre chose. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes visibles parce que nous passons à la télé. Mais est-ce qu'avant, par exemple, que nous puissions passer à la télé, ceux qui ne font pas attention, est-ce que les gens savaient que moi j'étais directeur de la santé? Non. Vous également aussi, en tant que média, vous devez faire à ce que les activités qui sont menées par-ci, par-là, soient visibles. Si vous ne le faites pas, une personne aura vu, mais est-ce que tout le Congo aura vu? On a comme l'impression que la communication a toujours été le maillon faible dans la mise en œuvre de ces genres de stratégies. Voilà, c'est peut-être ça la défense. Bon, on n'est pas là. Tous ces éléments-là doivent être intégrés dans un plan de communication. Voilà, ce qui veut dire que ce que le docteur Nyanga dit, c'est ça se fait. Ok. Alors, professeur Poumi, pour ne pas poser la même question comme celle posée au docteur Nyanga, mais pour vous, les questions liées à la recherche par rapport à cette épidémie, s'il y a une hiérarchisation pour vous, chercheurs, vous penserez à quoi? Je n'ai pas à penser parce que ça a été discuté très longuement le 11 et 12 février à Genève avec le directeur de l'OMS. Et pour ça, donc, où la feuille de route de la recherche a été établie sur 8 points. Donc, avoir des outils de diagnostic qui puissent être fiables, qui puissent être utilisés dans la communauté, avoir des traitements, vaccins et médicaments de nouveaux médicaments pour la maladie, la transmission du virus, comment se fait-elle dans différents contextes? Et c'est là où l'Afrique doit intervenir, parce que ce virus est passé, semble-t-il, par le pangolin, mais en réservoir intermédiaire. C'est pas encore... Ça, c'est encore confirmé. Une suspicion. Semble-t-il. C'est la recherche qui doit confirmer. Mais il n'y a pas de données qui disent que c'est exactement cela. Exactement, en réservoir intermédiaire, pas en réservoir intermédiaire. Donc, il s'agit de comprendre. Non, mais on sait très bien que les chauves-souris ont beaucoup de coronavirus. C'est un nid à virus. Donc, il faut étudier la transmissibilité et la transmission des différents virus dans différents contextes épidémiologiques, la communication des bailleurs de fonds, aussi une meilleure communication, le partage de matériel biologique. Il y a des banques de données en Chine et maintenant avec tous ces malades dans le monde,
il faut que ce matériel biologique puisse être partagé pour faire avancer la recherche. Donc ça fait partie des points importants mentionnés au cours de la feuille de route. Qu'est-ce Donc, que on doit les travailler Africains en tenant peuvent compte de ces 8 apporter points. spécifiquement en tant que responsable d'une grande fondation, la Fondation congolaise pour la recherche médicale? Qu'est-ce que le Congo ou l'Afrique, les chercheurs africains peuvent vraiment apporter de spécifique dans cette Là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas encore un si grand nombre de cas comparé aux autres continents en Afrique. Donc, c'est comprendre là aussi la transmission des virus, puisque comment se fait le passage de l'animal à l'humain. Donc, comprendre déjà quels sont les virus qui circulent dans nos animaux. Et quand on aura compris ça, voir leur degré, étudier leur variabilité dans une surveillance intégrée. Donc ça, c'est notre responsabilité de savoir ce qui circule, que mange notre population, puisque il semblerait que le cas zéro ait été donc, dans ce marché à Wuhan. Bon, donc marché de vente de viande de brousse, de poisson, etc. Donc, nous, ce sont des marchés qui sont très fréquents dans nos pays africains. Donc, il faudrait que, en tant que scientifique, on travaille là-dessus. Alors, Dr Nyanga, une question. Alors, tendancieuse, mais objective. Est-il possible d'envisager la réussite des dispositifs de contrôle de ces maladies, notamment le coronavirus, à l'écart entre les structures de santé fiables et les comportements attendus des populations? Si seulement nous mettons sur la table ce qui est déjà dessiné, ce qui est déjà prévu par notre science, notre spécialité. Nous disons comme quoi que toutes les maladies transmissibles ont leur base dans la chaîne épidémiologique. Si nous voulons combattre cet ennemi, il faut évidemment connaître bien sa chaîne de transmission, ce qu'on appelle la chaîne épidémiologique ou la triade écologique. Et sur chaque maillon, prendre des actions. Quand vous parlez de triade écologique, vous voulez parler de quoi? La triade écologique, c'est d'abord, le premier maillon, c'est l'agent causal. L'agent causal, c'est le germe, c'est le Covid-19 qui se trouve dans le corps d'une personne infectée. Et deuxième maillon, nous avons la voie de transmission, c'est grosso modo l'environnement. Donc il y a des mesures aussi qui doivent être axées, qui doivent se focaliser sur l'environnement. Et enfin, le troisième maillon, c'est l'autre susceptible, le commun des mortels. Tous, tels que nous sommes là, nous pouvons évidemment contracter cette maladie. Il y a aussi des mesures qui doivent être focalisées sur le commun des mortels pour le protéger. Alors, quand vous faites votre propre analyse de la situation du Congo actuel, nous avions les moyens de notre politique. Le premier des moyens, c'est d'abord l'intelligence. Et la volonté. L'intelligence que nous avons en nous. Maintenant, s'il faut rentrer dans le contexte qui est le nôtre, nous disons pour mieux faire santé publique, bien gérer tout ce qui est épidémiologique, il faut, la volonté politique. La volonté politique, nous voyons déjà comment le gouvernement est debout. Comment cette mobilisation se fait déjà. Donc la volonté politique est là. Mais docteur, mais on parle de l'absence des cadres juridiques, normatifs. Ça, c'est aussi un problème de volonté politique. La volonté politique est là. Mais je suis en train de parler d'un vocable qui est souvent utilisé dans tout ce que nous faisons, la gouvernance. La gouvernance en santé. Donc, c'est un terme qui a 4 piliers. Le premier pilier, c'est la volonté politique. Est-ce qu'au Congo, il y a la volonté politique? Oui. Le deuxième pilier, c'est quoi? La participation sociale ou citoyenne. Est-ce qu'au Congo, la population est déjà en train de suivre ce qui se fait? On peut se poser des questions. Le troisième
pilier, c'est l'action intersectorielle. D'où on dit il faut inclure les spécialités. Comme Tel le que docteur... mon frère est là, il est vétérinaire. Mais nous sommes devant une zoonose, une maladie zoonotique. On ne peut pas aller affronter cette maladie sans qu'il y ait l'expertise d'un vétérinaire. Parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de démarche qu'on appelle l'inspection sanitaire mixte entre vétérinaires et les sachants de l'hygiène Le épidémiologique. cadre est formalisé. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, est-ce que ce n'est pas une déclinaison de la volonté politique? Non, non, non. Écoutez, Quatrième pilier, c'est la gestion axée sur la compétence. Très bien. Bon, parce qu'on peut avoir la volonté politique. Oui. Si nous avons la participation sociale, c'est bon. Si nous avons l'action intersectorielle, c'est mieux. Mais si, à côté de ça, nous mettons des personnes qui sont incompétentes, nous allons compromettre, évidemment, la volonté politique qui est là et les autres composantes qui sont là. Mais malheureusement, quand on parle de la gestion des compétences, souvent, il y a aussi l'immixtion des politiques. Alors, docteur, les codes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé animale font référence à certaines notions, dont l'analyse de risque, performance des services vétérinaires, la responsabilité et transparence liées au processus de prise de décision. Là, on parle déjà de l'engagement politique, les plans d'alerte du zoosanitaire, les programmes de réponse. Quelle est la situation actuelle sur ce plan, en sachant que la première barrière contre les zoonoses qui sont aujourd'hui responsables de ces épidémies, c'est à votre niveau? On notifie obligatoirement toute maladie animale qui survenait dans notre pays. On l'a notifié via une plateforme qu'on appelait à l'époque WAIS, parce que maintenant c'est OUE WAIS, mais avant c'était seulement simplement WAIS. Donc on notifiait le nombre de cas, la situation géographique, tout ce qu'il y avait comme information sur les foyers, les mesures de lutte qu'on avait appliquées et tout ce qui... Est-ce que vous pouvez parler des performances des services sanitaires, puisqu'il s'agit de performances, en fait, on a passé l'année dernière, nous avons passé ce qu'on appelle PVS, performance des services vétérinaires, donc il y a eu une évaluation qui a été menée, et par rapport en fait aux insuffisances qui ont été constatées, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Donc nous attendons maintenant là que le groupe revienne, cette fois-ci ils reviendront pour la législation vétérinaire. Donc, l'une des défaillances qui ont été relevées pour qu'on puisse en fait adapter, comme on a dit, à la nouvelle donne. Permet aux décideurs de prendre les bonnes décisions basées sur l'évidence d'une situation. C'est comme un gendarme qui peut permettre aussi aux décideurs de prendre... c'est pas le... sur les décisions de criminalité, voilà, l'ouverture. Oui. Non, le gendarme, je suis désolée, le scientifique va apporter la preuve, oui, il semble que monsieur X, son ADN correspond à ce qu'on a trouvé dans la victime, maintenant, voilà, vous prenez la décision, c'est autre chose. Vous voyez, c'est pas la même, c'est pas le même raisonnement. Bon, c'est un outil au service d'eux. Voilà, voilà, exactement. Bon, en ce qui concerne maintenant les échanges, les partenariats, bien entendu, la recherche ne se fait pas seule. On voit très bien en Europe ou la France qu'on connaît mieux comment l'Institut Pasteur, qui est une fondation privée, est le point vraiment très important en ce qui concerne les maladies infectieuses en France et même dans le monde. Donc les partenariats publics-privés doivent fonctionner pour résoudre le problème de ces maladies infectieuses. Ne fût-ce que cette réunion de l'OMS, elle était organisée par les bailleurs de fonds, donc qui ont dit que, bon, quels sont les besoins pour qu'eux se réunissent et puissent apporter les moyens pour pouvoir résoudre ce problème et qu'il n'y ait pas un gap financier. Donc, donc les partenariats publics-privés sont importants. Maintenant, au Congo, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule. Elle collabore avec le ministère de la Santé. On a un agent qui fait partie de la cellule de riposte, qui participe aux réunions. Il y a le projet Pandora dont je parlais,
qui est complètement... qui a été mis en place, financé par la Commission européenne pour répondre, pour assister les pays à une meilleure réponse. Et on a nos collègues italiens qui étaient ici, par exemple, pour chikungunya, qui sont aujourd'hui au cœur du combat en Italie par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc, en France, pareil, nos partenaires de Pandora, en plein, qui étaient au Congo pour chikungunya, sont complètement jusque-là, les stratégies de cette alliance ou cette association Pandora restent théoriques ou pratiques? Sur le plan pratique, qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée, docteur Gapio, un atelier en Zambie, ce n'est pas de la théorie. Qu'est-ce que vous appelez de la théorie? Il s'agit de... Donc, il y aura pour l'évaluation des risques, il y aura des personnels d'aéroports, il y aura par pays, il y aura trois personnes par pays qui vont participer à ces ateliers. Nous avons reçu des réactifs pour diagnostiquer. Donc, si le laboratoire national n'a pas... Épidémiologiste, vous êtes appelé à travailler avec tous ces gens-là, tels que vous avez cité, la recherche et tout ça. Vous venez de suivre une scientifique qui est responsable d'une fondation. S'il faut analyser, s'il faut peut-être faire le plaidoyer... Rappelez ici, quand nous parlons de l'équipe multidisciplinaire, j'insiste, parce que si on ne peut pas associer des conditions pour se dire inspecteur, ou simplement parce que... Rapide. Et dans ces équipes d'intervention rapide, là, le RSI détaille quels sont les spécialistes les ou profils. quelle doit être la qualité de ceux qui doivent faire partie de cette équipe d'intervention. Regardez, rapide. Mais en l'absence des compétences, parce qu'on a parlé de la gestion des compétences, il faut des ça compétences. fera quoi? On ne peut pas improviser. En l'absence des compétences, puisque récemment, on va suivre même dans les images, par les images plutôt, la formation dans l'Organisation mondiale de la santé a eu récemment dans la formation des équipes d'intervention rapide pour machin. Ben, là, est-ce que, voilà, c'est des problèmes de gestion des compétences? Non, moi je voulais poser une question. On a parlé de compétences. Est-ce qu'un homme peut mieux nager qu'un poisson? Ben non, normalement. Voilà. Donc quand on dit compétences, il faut avoir des compétences. On ne peut pas aller en aventurier. C'est ça. C'est très simple. Mais sinon, c'est faussé. Merci, mesdames et messieurs. Ça signifie qu'en fait, il ne faut même pas commencer. Merci. Mesdames et messieurs, vous savez que avec... C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Évidemment, il faut peaufiner de façon que, comme les collègues ont dit, que toute la population se sente concernée et que suivent le mouvement pour pouvoir empêcher, faire barrage à cette maladie. Donc, il faut que chacun puisse comprendre pour pouvoir agir mieux. Un mot aux femmes scientifiques. Les enjeux scientifiques. Aux femmes. La journée du 8 mars. Aux besoins du pays. Donc, il faut qu'on forme dans tous les domaines, justement. Et que donc, il faut que les femmes s'engagent de façon à combler ce déficit en ressources humaines dont le pays a besoin. Donc, la parité scientifique aussi doit être envisagée. Elles doivent s'engager. Et peut-être être plus nombreuses que les hommes au bout d'un moment. Merci, pourquoi pas. C'est la voie de porte-étendard de la recherche scientifique, mais spécificité sur la femme. Alors, docteur... Moi, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises et de bonnes maladies. Toutes les maladies sont mauvaises. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de cette maladie, mais plutôt il faut l'affronter et il faut mettre en œuvre, sinon en place, tous les 24 heures. Vous êtes au Congo et la maladie voyage avec vous. Donc ça signifie que nous devons être en alerte permanente. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid-19. Pour toutes les maladies, nous devons réagir de la même façon. De la même façon. Très bien. Alors, docteur Nyanga. Ce que je voudrais dire ici, d'abord te dire merci, mon frère, parce que tu nous permets de nous retrouver autour de cette table, et c'est une vertu.
Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous avons une préoccupation. Et nous voyons devant nous l'état de santé de la population. Donc, je voudrais dire à la population que même si nous avons nos pratiques à nous, maintenant, ces pratiques ne peuvent pas aller en contradiction avec ce que recommande la science, ce que recommande tout ce que nous avons sur la table de la science comme spécialité. Donc, évidemment, nous sommes censés, étant chevronnés dans la communication sociale, évidemment,